Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui c'est le premier podcast entre écailles. C'est pour ceux qui ont bien suivi dans la vidéo d'introduction de la chaîne. Qu'est-ce qu'il fallait suivre, Jason? Entre écailles, une catégorie de vidéos de presque 1 heure avec à chaque fois des invités de marque pour traiter des sujets divers autour de la table. Et je peux vous dire que l'invitée d'aujourd'hui, elle est exceptionnelle. On est hyper content de vous la présenter, on espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce format de vidéo est disponible à l'écoute sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sur ce, bonne vidéo à vous. Salut Laurine. Et salut Mathieu, comment tu vas toi? Ça va très bien. Mention spéciale. Laurine, c'est spécial. Je suis trop content de t'accueillir ici, Laurine. Je te remercie vraiment de ton accueil. Comment tu trouves le studio? J'adore, franchement, c'est super intime en plus. Et j'adore les plantes naturelles. Ça pète, hein? Ouais, j'adore. Et comment tu trouves Jason? Il est super accueillant aussi. Alors, salut. Moi, je trouve ça bien qu'il soit derrière la caméra, tu vois. Mais pourquoi? Il serait devant, ça serait moins bien. Désolé. Allez, tout le monde te salue, Jason. Bon, alors, Laurine, c'est spécial. Et pourquoi c'est spécial? Parce que Laurine, en fait, elle a des relations de fou avec ses lézards. Dit comme ça, ça peut paraître bizarre. Des relations humaines-lézards, quoi. Je veux dire, elle est incroyable. Vous pouvez aller voir sur Instagram, on vous explique tout après, on vous mettra les liens en description, il n'y a pas de problème et tout. Mais alors, pour reprendre depuis le début, Laurine, t'es qui en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, déjà, je te remercie de m'avoir invitée. Je suis touchée et honorée. Et c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai une vision totalement différente de la terrariophilie. Ça c'est clair. Voilà. Et si tu veux, quand j'ai commencé les reptiles, comme tout le monde, j'ai lu des fiches conseils, je me suis dit, voilà, il faut tant d'espace, tel paramètre, tout respecter au millimètre près. C'était quand ça? Ça, c'était quand j'avais 8 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 29. On peut encore considérer que je suis jeune, j'espère. Mais quand j'avais 8 ans, j'ai eu mon premier lézard. Mais il faut savoir que c'est à mes 5 ans que j'ai découvert la passion des reptiles en regardant une cassette vidéo un petit peu documentaire, plutôt orientée pour les enfants, où j'ai vu mon premier lézard à collerette et mon premier Varanus giganteus. Bon, à ce moment-là, je savais pas que ça s'appelait Varanus giganteus. T'as eu un Varanus giganteus? Non, juste... Je te rassure, je l'ai juste vu en cassette vidéo. Et là, je suis tombée amoureuse. Non, j'aurais aimé, je te rassure. C'est mon J'en ai préféré. jamais manipulé j'en ai jamais eu dans mes mains. J'espère avoir la chance de toucher un giganteus. Et puis, si t'as l'occasion, tu m'invites. Avec plaisir. Et quand j'ai eu mon premier reptile, j'ai commencé à faire mes propres observations. Et j'ai réalisé que voilà, au-delà du lézard primitif qu'on pouvait décrire, des reptiles en général, il se cachait d'autres choses. Et moi, ma spécialité, ça a été d'observer au fur et à mesure, mais sans forcément écouter ce qui se disait. Ça veut dire que, voilà, pourquoi mon lézard, il réagit comme ça? Pourquoi il se comporte comme ci ou comme ça? Mais à ce moment-là, quand j'avais 8 ans, il n'y avait pas vraiment Les forums, ça commençait à peine, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces informations. Donc en fait, on devait chercher par nous-mêmes. Et j'étais jeune en plus, donc du coup, je pouvais pas me dire voilà, je vais voir mon vétérinaire. Mes parents me disaient voilà, il y a pas beaucoup de sous, on peut pas. Donc je devais réfléchir par moi-même et trouver des solutions. Et c'est comme ça que je me suis dit peut-être que les lézards au final ont une sensibilité qu'il faudrait creuser et chercher et aborder. Une sensibilité. Une sensibilité et une connexion. Tu as dit quelque chose, c'est que les gens pensent que. Le côté primitif du lézard, et ensuite tu amènes la sensibilité. De fait, en fait, moi, de ce que je comprends, et c'est aussi, je suis assez d'accord, c'est ce que j'observe aussi, c'est que les gens qui ne font pas de terrario, qui approchent pas les lézards ou tout ça, ou les reptiles en général, enfin je vais plus parler des lézards, mais ils vont avoir cette tendance, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais ils vont avoir cette tendance à s'imaginer que ce sont des animaux primitifs, presque bêtes, et presque dénués en fait de personnalité, et ce genre de choses. Mais c'est des gens absolument qui ne connaissent pas du tout, tu me diras ton avis. Oui, souvent, voilà, c'est ce qui ressort, moi, de ma clientèle, des clients que j'ai pu voir avant qu'ils découvrent justement tout ce que je pouvais faire avec les lézards et même certains serpents, se disaient, voilà, c'est vrai que c'est un reptile, je viens acheter mon premier lézard, je sais qu'il faut surtout pas le manipuler, que c'est un animal qu'il faut laisser tranquille, ne pas le stresser, plus on le manipule, plus il est stressé. À chaque fois, je leur dis, mais pourquoi cette question? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi la manipulation serait une source de stress pour ton lézard? Pourquoi
c'est pas ton lézard qui choisit de sortir sur toi. Tu vois ? Ouais, Pourquoi il carrément. n'y a pas un échange qui se crée ? Et alors tu dis avec ta clientèle, c'est-à-dire ta clientèle de quand, de où? Alors, on va reprendre depuis le début, puisque là, on commence déjà à partir dans des sujets Oui, c'est vrai, ça plus part, détaillés on fait des sauts dans le temps. de mon parcours qui fait que oui, j'ai une clientèle qui me suit maintenant. Du coup, donc, j'ai eu mon premier lézard qui, à défaut, je ne trouvais pas de Chlamydosaurus kingi à ce moment-là, parce que c'était vraiment mon rêve. J'ai commencé avec un Pogona viticeps. Et Classique. Voilà, le classique, parce que je trouvais que ça, j'avoue. Et, mais j'ai vraiment adoré, du coup, commencer par le Pogona viticeps. Et il a vécu 11 ans, d'ailleurs. Et après, j'ai eu mon premier lézard à collerette, enfin. Donc, c'était un lézard que j'avais eu à la ferme tropicale. D'ailleurs, la première fois que j'ai visité la ferme tropicale, c'était comme un enfant dans un magasin de bonbons, quoi. Waouh, il y a des trucs partout. C'est la fiesta. C'est ça. Et sauf que à ce moment-là, on trouvait que des spécimens sauvages de capture. Et c'était un spécimen qui était déjà très grand. Et il avait une fracture de la mâchoire. Mais à ce moment-là, voilà, j'avais 11 ans à peu près. Et j'arrivais pas à trouver d'informations ou même de vétérinaire, ou voilà, il y avait rien. Donc il a fallu que j'achète mes propres bouquins et que je cherche et que j'observe mon animal qui souffrait. Il avait mal, il mangeait pas, il se passait quelque chose. Donc du coup, j'ai décidé de chercher et là je me suis rendu compte qu'il avait une infection au niveau de la mandibule, donc l'os qui se trouve en bas de la mâchoire. La mâchoire du bas, quoi. Voilà, la mâchoire du bas. Et avec un abcès et une infection sur la tête. Donc du coup, à défaut d'avoir des antibiotiques disponibles, donc j'ai ouvert la plaie tout doucement et j'ai désinfecté la plaie de mon animal. Ensuite, il a pu remanger. Mais déjà, voilà, à 11 ans, il faut déjà avoir ce réflexe de se dire, bon, il a ça, je vais désinfecter, je vais le traiter, je vais essayer de le soigner. Donc, et c'est comme ça qu'il m'est venu déjà cette passion pour déjà l'observation et savoir reconnaître aussi la souffrance de ton animal, les pathologies, sans vouloir non plus être vétérinaire. Ouais, ok. Donc, Oui, parce que ça, faut un diplôme, quoi. Oui, non, mais totalement. Voilà, c'est la médecine, c'est de la science dure. Voilà, donc là, je ne l'ai pas, clairement. Et du coup, je voulais... C'est la psycho, en fait, un peu. Oui, voilà, mais déjà savoir reconnaître à quel moment ton animal souffre. Est-ce qu'il souffre ? Et comment le soigner et comment le reconnaître ? Parce qu'il faut savoir que les reptiles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quand ils souffrent et quand ça va plus, c'est que c'est souvent trop tard. C'est dramatique. Et c'est le souvent moment où trop c'est tard. grave. Ouais. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quel moment reconnaître cette souffrance pour pouvoir le soigner avant que ce soit trop tard et garder son animal en vie jusqu'à la fin de sa vie. Ah, puis ils le cachent bien bien-être. leur jeu. Ils cachent bien leur jeu. En voilà, général, oui. les lézards, Ils c'est sont fou. très très résistants à la douleur. Donc bref, du coup je me suis vraiment pris de passion de mes 5 ans jusqu'à maintenant pour les reptiles. Ce qui est fou. C'était une obsession. J'ai quand même là quelqu'un qui est ici avec moi, qui a bientôt 30 ans, on va dire. Oui. Allez, 29 ans. Et en fait, t'es passionné de ça depuis que t'as 5 ans. Oui. T'as commencé à l'âge de 8, c'est ça ? Oui. Donc en fait, c'est énorme, quoi. T'as une carrière reptile qui est déjà dingue pour l'âge que t'as. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah, j'ai toujours... voilà, c'est vrai, les reptiles, c'était et c'est toujours une obsession pour moi. Je ne peux pas vivre sans reptiles à la maison et ce sera toujours le cas toute ma vie. Ouais, une obsédée des lézards, hein, excusez-moi. Et du coup, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il existait vraiment des études et à ce moment-là, il n'existait pas vraiment d'études pour devenir soigneur de reptiles ou éleveur ou... D'accord, tu veux dire un parcours... Voilà, un parcours professionnel dans le reptile, il n'y avait pas. Donc, je me suis dirigée dans la vente à animalerie classique, hein, avec les chiens, les chats, les oiseaux. Et on m'a dit comme ça, tu pourrais peut-être prétendre à te rapprocher des reptiles comme ça. Donc, j'étais vraiment... À la base, mon rêve, c'était de devenir soigneuse en parc zoologique au secteur reptile avec des gros varans, varans de Komodo, tout ça. Mais c'était pas accessible à ce moment-là. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, c'est toujours difficile d'entrer dans le milieu du... La queue est très longue, on va dire. Pour rentrer là-dedans, c'est terrible. Et souvent, j'imagine la chose comme une porte fermée à double tour. Et elle est très difficile à ouvrir, quoi. Et donc j'étais en stage en animalerie généraliste et là j'ai découvert en me baladant dans une animalerie Reptiling, donc qui était à ce moment-là NH Reptile. Donc Nicolas Hussard avec son élevage de pitons, Reptiling Gazeran. Voilà, Gazeran. Tout le monde connaît. Et là je lui ai demandé, est-ce que tu prends des stagiaires Il m'a dit bah ouais, pourquoi pas. Et là je suis arrivée en stage chez lui, un stage découverte comme ça. Je suis plus jamais repartie. Ah. J'ai découvert des pièces d'élevage. Donc à ce moment-là, je ne savais pas qu'il existait
des geckos de Nouvelle-Calédonie super sympathiques et fun. Et il y en a un, Dieu sait. Voilà. Bah, c'est comme ça que je t'ai connu, moi, quelque part. Hein. Alors, tu es très présente sur les réseaux sociaux, hein, on va en reparler après. Sinon, c'est vraiment. C'est comme tu étais, je sais pas comment on peut dire, conseiller animal. Oui, voilà, pas vendeur. En fait, vendeur animalier. Voilà, au début, j'étais vendeuse et conseillère, on va dire, que ce soit pour les accessoires, la vente d'animaux. Et à la fin, mon rôle, c'était responsable du bien-être animal. Ouais. Donc, où j'étais première vendeuse. Ton rôle là-bas? Oui, mon rôle à Reptiline. Et j'ai été décrite comme telle, responsable du bien-être animal. Donc, je gérais tous les animaux, l'élevage, le nourrissage, l'acclimatation et la vente, jusqu'au bout, de A à Z. Et D'accord. aussi, j'étais première vendeuse puisque je vendais l'animal et toute l'installation qui va avec. Là, tu m'avais vendu ma Louise, ma Cyrtodactylus erianjaya-ensis. Et alors? J'en suis fou. Elle est trop bien. Es-tu satisfait Ouais, je suis satisfait. de l'accueil? Ah, puis t'étais sympa, on va pas se mentir. Et alors, du coup, là, j'ai oublié l'intitulé exact, responsable du bien-être animal. Oui. C'est quoi responsable du bien-être animal? Et déjà, c'est quoi le bien-être animal? Si tu veux, c'est vrai que déjà, Nicolas m'a donné ma chance, m'a formé sur tous les animaux, les reptiles possibles. J'ai découvert énormément de reptiles grâce à lui. Ouais. Ah, t'as dû en voir passer. Hein. Oui, j'en ai vu passer, même des fois, il arrivait avec des nouveaux reptiles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, tu vois, c'est un calabaria. Et donc ça mange quoi? Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, on apprenait aussi ensemble. Et moi, ce qui était bien, ça rejoint aussi l'aspect d'observation, c'est que je ne quittais pas l'établissement tant que je n'avais pas réussi à nourrir mon animal. Donc des fois, je faisais des nourrissages de nuit, des acclimatations de nuit. C'est ça aussi le bien-être animal. Alors pour l'anecdote, là, tout à l'heure, moi j'ai un serpent qui mangeait plus, là. Et je vous jure que c'est vrai. Il mangeait plus de congelé. Elle vient de me le débloquer, il mange du congelé. Ça y est, elle a fait ça cet après-midi, elle vient d'arriver. Donc elle déconne zéro, hein, Laurine. J'essaye de... Voilà, je suis vraiment dans l'observation et ce qui stimule l'animal. Il faut savoir que c'est pas parce que l'espèce mange comme ci ou comme ça, qu'elle vit comme ci ou comme ça, que ce spécimen-là va manger ou vivre comme ci ou comme ça. Chaque spécimen est différent. C'est ça, il y a de l'individualité en fait. C'est une notion hyper importante. Hein. C'est un sujet vraiment que je veux mettre en avant en invitant Laurine aujourd'hui. Il y a de l'individualité chez les lézards, chez les reptiles en fait. Voilà, mais il y a trop de... Voilà, il y a trop de sujets à aborder. Et donc, Nicolas, j'en reviens, ça m'a donné cette chance-là. Ouais. En fait, si tu veux, voilà, j'étais déjà de base très ouverte d'esprit. Un peu trop au départ pour les Français. Pourquoi t'es pas française, toi? Si, mais okay, si tu veux, j'étais un peu trop, voilà, quand je disais, voilà, le reptile est capable de faire des rêves la nuit, tout ça, on a fait, ouh, non, c'est pas possible, tu mens, c'est pas vrai, ils sont pas capables de jouer, ils sont pas capables de ci, de ça. Ça fait genre, t'es dans un délire, quoi. C'était compliqué si tu veux. Là aujourd'hui, on s'ouvre vraiment au bien-être animal et au fait que voilà, ils puissent avoir des goûts, des préférences, des émotions particulières. On commence à s'ouvrir à ça et c'est encore timide. Mais Nicolas, si tu veux, m'a laissé me libérer dans le milieu du reptile. Il m'a dit voilà, je te laisse gérer, j'ai confiance en toi. Maintenant que voilà, t'as eu le b.a.-ba de la formation, ouais. Je te laisse voilà. Donc je pouvais arriver lui dire écoute, ça je le sens, ça me va pas. Il faut qu'on change. Il me disait OK, pourquoi? Je lui ai expliqué pourquoi. Des fois, je savais pas lui expliquer tant que j'avais pas la réponse, tant que je pouvais pas lui montrer pourquoi le lézard réagissait mieux avec ce substrat-là ou avec. Le voir pour le croire, quoi. Voilà. Ouais. Mais il me laissait faire. Et après, voilà, si vraiment à un moment il trouvait ça, il me dit non, je suis pas d'accord avec ça. Mais si tu veux, j'arrivais toujours à lui expliquer pourquoi. Au final, et il me laissait quand même gérer plus ou moins toutes mes installations, mes acclimatations. Voilà, si à un moment j'avais envie de tout modifier parce que je sentais que l'animal était pas bien, je modifiais tout. En justifiant la pertinence, la cohérence. Oui, voilà, de toute façon, il s'en rendait compte aussi avec l'état des animaux, hein, de toute façon. Et c'était ça aussi le bien-être animal, c'est que j'étais là autant pour faire des acclimatations et faire manger des animaux qui étaient un peu stressés ou des animaux, voilà, de farming, hein, qu'il fallait par exemple des parasités, des choses comme ça. Hein. Ouais. Mais aussi le vrai bien-être animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire acclimater, mais aussi désensibiliser et enrichir, par exemple, des varans qui étaient destinés à aller chez une clientèle
experte ou totalement débutante. Ça veut dire l'enrichissement, c'est tout un sujet. Hein. Ouais, oui, là ça. Que tu maîtrises bien. Oui. Que tu maîtrises très bien. On va dire que je suis une grande fan d'enrichissement, direct ou indirect. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est enrichissement direct ou indirect ? Ouais, ça y est, je suis paumé, je suis largué. Faut que tu me fasses des cours, Laurine. Et si tu veux, pour moi, l'enrichissement direct, ça, c'est des termes que j'ai moi-même décrétés, si tu veux. Et ça n'existe pas vraiment. D'accord, ok. Voilà, c'est l'enrichissement direct, c'est quoi ? Ça veut dire que l'enrichissement direct, ça veut dire que tu vas faire venir ton animal sur toi, donc tu vas le toucher. Donc c'est direct ce qui va se passer entre toi et lui. L'enrichissement indirect, c'est quoi ? Ça veut dire que tu vas mettre un jeu ou quelque chose qui va occuper l'esprit de ton animal dans son bac. Et tu vas l'observer de très loin. Ça, c'est indirect. Tout ce qui se passe, ça va être indirect. Alors, mais les deux sont complémentaires. Si on fait le parallèle avec l'éducation, je prends un enfant par exemple. Si je fais le parallèle, un enrichissement direct, c'est par exemple, il va à l'école, on l'assoit sur une table et on lui fait faire des choses. Oui. Et indirect, pour un enfant, je parle d'un humain, je fais le lien, c'est dingue, on part dans l'anthropomorphisme, mais bon. Un enfant en indirect, c'est par exemple, on lui achète des jouets avec du développement intelligent. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, des Lego, il développe sa réflexion, voilà. Mais c'est un peu la même chose pour les reptiles en général. Je ne dis pas que les lézards, parce que pour l'instant, on pense que l'enrichissement direct et indirect ne se fait qu'avec les lézards. Mais il faut savoir que ça se fait avec des lézards, avec des serpents, avec des tortues et même avec des amphibiens. Ça semble incroyable. Hein. Voilà. Ça semble incroyable. Moi, franchement, mes serpents, j'ai pas l'impression qu'ils soient capables d'interagir particulièrement follement avec moi. Mais... Si. Mais après, voilà, il y a des espèces qui sont plus amenées à développer l'enrichissement direct et indirect, d'autres un peu moins. Par exemple, tout ce qui est boa et python vont plutôt être timides et en retrait. C'est plus avec les couleuvres qu'on va pouvoir s'éclater, entre guillemets. D'accord, ouais. Et faire des enrichissements. Python juste, finalement, il reste dans son trou, il mange, il retourne dans son trou. Mais on peut avoir des comportements qui sont propres déjà à chaque individu. Même dans le cas de... Même là, elle arrive à me trouver des trucs à dire sur le Python Régis, c'est le comportement. Bon, alors là, t'arrives à Gazeran. Voilà, j'arrive à Gazeran. Donc, du coup, je prends vite mes marques. Au début, il y avait des pièces d'élevage parce que moi, j'ai connu les locaux avant l'ouverture de Reptiline. J'ai connu NH Reptile avec le showroom. Les rendez-vous, vraiment, c'était que sur rendez-vous, avec les grosses pièces d'élevage à Blood Python, donc la grande spécialité de Nicolas. Moi, j'avoue qu'à la base, je suis pas une grande fan et je le dis toujours aujourd'hui. C'est quoi ? Les Pythons Curtus, les Pythons Brongersmé, les Pythons Breitensteini. Tout ça, c'était le grand dada de Nicolas Hussard. Tu sais, les gros pythons un peu courts, mais assez larges, qui ressemblent un peu à des Pythons Régis au final, mais avec un caractère un peu plus trempé. Mais voilà, ça s'aborde quand on les connaît bien. Ça, Nicolas, là-dessus, saura bien te l'expliquer si un jour tu le croises. Avec plaisir. C'est des animaux qui sont très susceptibles, mais si on les aborde correctement, sont vraiment des amours. Et donc, il m'a fait découvrir tout ça, ces grosses pièces d'élevage. Et là, j'ai découvert la pièce Aracodactylus. Et là, je suis devenue amoureuse. Je ne suis plus jamais ressortie de cette pièce. Alors, les racos, c'est les gecko arboricoles Nouvelle-Calédonie. Donc, Ciliatus, Auriculatus, c'est ça, le Trachycéphalus, qui est vraiment pas connu, qui est vivipare. Le seul qui est vivipare. Je ne savais même pas, tu vois. Voilà. J'ai pas eu la chance de le reproduire parce que j'avais eu qu'une femelle, mais j'en ai au moins fait grandir un. Et sinon, voilà, j'ai découvert cette espèce chez Nicolas. Déjà, j'ai commencé par le Ciliatus, comme la plupart des... tout le monde. Voilà, des gens. Et après, j'ai voulu tous les connaître, les élever, les reproduire, sauf le Trachycéphalus. J'ai pas eu l'occasion, mais du coup, je les ai tous reproduits. Donc après, je suis devenue moi-même éleveuse. Mais bon, si tu veux, je suis pas ressortie de Reptiline en tant que professionnelle. Je suis pas ressortie de l'entreprise Reptiline. Voilà, si tu veux, j'ai commencé en stage, donc j'avais, je sais plus exactement, entre 14 et 15 ans. Ah oui, d'accord, adolescente. Voilà. Et j'ai commencé mon premier CDI, c'était en 2012, normalement. Et je suis partie de Reptiline, on était en 2022 quand même. D'accord. Il y a eu quelques petites coupures, mais je suis jamais vraiment partie de Reptiline. Une dizaine d'années, quoi. Oui, voilà, grosso modo, si tu mets tout bout à bout, c'était une dizaine d'années. Okay. Et si tu veux, Nico a tellement, voilà, il a vu que voilà, j'étais à l'aise, j'avais plein d'idées. Justement, j'avais ce côté où j'observais beaucoup. Ça a été la chose qu'il a aimé le plus chez moi, ça a été l'observation. Si tu veux, j'étais capable de lui dire, voilà, ce caméléon-là, il a une insuffisance rénale. Il me disait,
Pourquoi il a une insuffisance rénale ? Parce que tu vois, les articulations de ses genoux, elles sont un peu comme si sa gorge, elle est un peu fripée, sa langue, elle a du mal à sortir, les yeux sont légèrement creusés. D'accord. Emmène-le voir un vétérinaire, tu me diras ce que t'en penses. Et moi, j'adorais me faire des challenges et me dire, je diagnostique avant l'observation du vétérinaire, voir si je faisais pas de soins comme ça, hein. Après bon, j'ai appris à faire des soins, les soins basiques, mais j'aimais bien, si tu veux, quand on allait déposer des animaux chez le vétérinaire, enfin voir le vétérinaire, savoir avant, lui dire, voilà, je faisais toujours un mot à mon veto, voilà, lui je pense qu'il a ça, lui je pense qu'il a une pneumo, lui je pense que si, les acariens, les si, des parasites internes, lui il fait une stase folliculaire, donc les dérèglements hormonaux des femelles lézards, hein, souvent. Et les 3/4 du temps, il revenait avec des diagnostics qui étaient les bons. Ah, c'est excellent, voilà. Excellent. Excusez, parce que je regarde ailleurs, c'est parce que c'est systématique. Je vais dire ça devant tout le monde parce que ça me rend cinglé. À chaque fois que je fais un podcast, il y a le chat qui vomit par terre, donc il a vomi par terre juste avant le début. C'est complètement fou. Ah, on est d'accord, il fait exprès. Et il y a une mouche, il y a toujours une mouche. Et elle ne vient que sur moi. Elle n'est pas venue me voir. Je commence à me poser des questions, j'en peux plus. Alors du coup, je me dis, je vais boire un café pour me déstresser. Mais le truc, c'est que je l'ai déjà vidé. Et à chaque fois, je le vide en 2 secondes. Je me suis fait couler un double en plus. Et j'ai déjà plus rien à boire. C'est dramatique. Alors, je suis désolé. On reprend, vas-y. Alors du coup, 10 ans chez Reptiligne à Gazeran. Moi, ce qui est reconnu chez toi, c'est ta capacité à observer. Moi, je ressens autre chose encore. Un mot un peu plus fort. Les connexions. Je trouve que tu es quelqu'un d'empathique. Oui. Tu développes de l'empathie pour les animaux. Oui. À peine t'es arrivé dans ma salle tropicale tout à l'heure, c'est comme si instantanément tu le vois et il y a une connexion comme tu dis, mais l'empathie c'est sentimental, émotionnel, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais après, si tu veux, on crie souvent à l'anthropomorphisme, mais il faut faire la différence entre... C'est un débat. Oui, ça. C'est un débat, ouais. Mais il faut faire la différence entre quelqu'un qui va nourrir 3 fois par jour son reptile parce que, voilà, tu comprends, l'humain doit manger 3 fois par jour, et quelqu'un qui essaye de ressentir ce que l'animal ressent, c'est-à-dire que ce soit métabolique ou les émotions. C'est-à-dire, mais que ce soit des émotions simples comme la faim, l'ennui, la peur, le stress. Ça, c'est une émotion au final. Et si tu veux, quand je vois un reptile, j'essaye de me dire, est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce que ça va ? J'ai toujours une approche qui est quand même professionnelle, mais voilà, j'aime profondément les reptiles. Et pour moi, tu vois, mais j'ai des reptiles à la maison à titre personnel. Et je n'ai pas honte à dire que ce sont mes enfants. Ah. Tu vois ? Comme Daenerys et ses dragons. Voilà, comme moi avec mon chat. Voilà. Et j'ai plus de connexion avec mes lézards qu'avec mon chat. Ah, voilà. ça paraît dingo. Hein. Et le pire, c'est que je l'ai pu l'observer. Ce que tu fais avec ton lézard, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. T'es allé au salon avec. Au salon de Béthune de la Bourse, c'est incroyable. Mais alors lequel ? Puisque j'en ai ramené 2. Alors j'ai vu les 2. 2 de mes mascottes. J'ai vu l'iguane. Homer. Ouais, qui était incroyablement cool. Oui. Détente, il est dehors sur le parking en train de prendre un soleil. Enfin, c'est complètement fou. Prendre le soleil, parce que je dis un soleil, mais il n'y en a qu'un. Et ton varan, que tu trimbales partout avec toi comme ça, qui est hyper détente, hyper curieux, hyper content. Mon chat, moi, je l'amène sur la bourse de Béthune, il pète un stress. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu as réussi à rendre un lézard plus détendu qu'un mammifère, dans un espace public avec plein de monde. Là, on parle vraiment de beaucoup de monde. Et il était cool. Et encore, tu vois, si tu veux, lui, Pablo, c'est mon 2e Prasinus que j'élève à la main comme ça. Je l'ai depuis décembre. Il n'était pas comme ça au départ. Si tu veux, quand je l'ai vu la première fois, il s'est déjà établi une connexion. Tu vois, moi, je vais beaucoup parler de connexion. Il y a des alchimies qui peuvent se créer. Il y a aussi des gens qui... il n'y aura pas, si tu veux, d'alchimie. Ouais. Parce qu'on dégage des molécules. Certains reptiles, là, je vais parler de reptiles, hein, mais c'est les animaux en général quand même. Il y a des molécules... Certains lézards ou reptiles, moi je suis plus dans le lézard, donc je vais parler de lézards, ça va pas leur plaire. Tu vois, il va y avoir un mur entre toi et... Voilà, des hormones, des molécules, plein de choses, molécules de stress, de tout type d'hormones. Et il y a des choses qui, au contraire, vont attirer les animaux. Et il y a ce qu'on appelle la fibre aussi. La fibre, il y a des gens qui peuvent l'avoir et qui l'auront naturellement. Il y a des gens qui pourront faire beaucoup d'efforts qu'ils l'auront pas. Globalement, ça se travaille quand même, hein, la fibre. D'accord. Et moi, je suis là pour aider les gens à travailler la fibre. Et moi, je pars d'un principe simple. Un animal qui n'est pas stressé, c'est un animal qui a moins de chances de développer des pathologies aussi.
Non, mais c'est comme nous. Puis il y a l'effet placebo, il y a plein de choses comme ça. C'est la psychologie de la santé, un peu presque. Alors moi, toi, ce côté-là, la relation avec un lézard et tout, c'est un sujet qui me passionne. Hein. C'est pour ça que je suis hyper content de t'accueillir, parce que c'est un sujet quand même qu'on n'évoque pas énormément. Enfin, là, ça va être trop bien. Là, je propose une petite pause. On va laisser les gens regarder la pub, parce que j'espère que vous aimez bien la pub. Comme ça, on va boire un café. On va reboire un café. Je vais refaire le plein. Et à tout à l'heure alors. Et à tout à l'heure. À toutes. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait 1 an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne? C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et rebonjour tout le monde, rebonjour Laurine, ça va toujours? Oui, ça va très bien. En forme, Jason, ça va? Excellent. Bon, alors du coup, 10 ans à Gazeran, c'est quoi la suite? Eh bien, dans les 10 ans que j'ai fait, donc à Reptiling Gazeran, en tant que responsable du bien-être animal, j'ai fait une petite pause pour essayer d'accomplir mon rêve ultime, qui était à la base de devenir soigneuse en parc zoologique. Ton rêve ultime? Mon rêve ultime. Mais j'ai pas d'ailleurs fait le rêve ultime. On parlera peut-être après si on a le temps. Vous gagnez à l'euro-million, tu veux dire? Ouais, ça serait bien aussi, accessoirement. Et non, je voulais essayer de devenir soigneuse en parc zoologique pour travailler auprès de gros varanidés. Donc du coup, j'ai réussi à aller travailler au parc zoologique de Thoiry. Donc j'y suis entrée et je suis rentrée au secteur reptile, donc c'est parfait, c'est le secteur que je voulais. Ça ne m'intéressait pas spécialement de travailler avec les gnous, les lions. Moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment les reptiles. Mais ça t'intéresse pas du tout, quoi? Non, pas spécialement. Ça m'intéresse vraiment. Le reptile, déjà, c'est tellement complet pour moi que je ne veux pas sortir de... J'ai tellement de choses à apprendre encore avec les reptiles que je veux rester dans ce secteur-là. Ouais, c'est bien. Et du coup, j'ai été accueillie, mais ce qui vient dans ce secteur, mais au final, j'étais polyvalente. Donc, il y avait des secteurs qu'on appelait les quarantaines, donc qui n'étaient pas accessibles au public, où il y avait des animaux soit à retaper, soit à acclimater. Il y avait aussi donc l'arche des petites bêtes, là où il y avait beaucoup de dendrobates, d'arthropodes, les phasmes, tout ça. Quelques reptiles, mais pas de très grosse taille, quoi. T'avais les grenouilles, t'avais des grosses grenouilles de Monstera, des choses comme ça. Mais ça s'arrêtait là. Et après, il y avait le vivarium, qui peut-être a été retapé depuis, mais qui était assez old school quand même. Et il y avait l'animal que je préfère le plus au monde. Il y avait Varanus komodoensis, le varan de Komodo, le fameux. Le varan de Komodo, donc le plus grand lézard, en tant que lézard, du monde. Le plus gros lézard, voilà, c'est ça. Et j'ai toujours rêvé d'en approcher un. J'avais eu la chance d'en approcher un au parc zoologique de Beauval, puisqu'on leur livrait les insectes à ce moment-là. Donc on avait le droit d'aller les voir bien avant qu'ils soient dans le dôme. Hein. Donc ça fait très longtemps au final qu'ils les ont. Excellent. Et j'avais réussi à aller les approcher, les toucher, les observer. Et là, me voilà soigneuse attitrée de Varanus komodoensis. Donc il y avait un couple à ce moment-là, donc ils pouvaient pas faire de reproduction parce que c'était frère-sœur. D'accord. Mais voilà, j'approche mon premier varan de Komodo en tant que soigneuse. Ah, ça, le dragon de Komodo, ça le fait. Hein. Ah, je présume que ça le fait, là. Hein. Ah là, j'ai été très émue, hein. Honnêtement. Moi, j'en ai pleuré d'émotion. Je le cache pas. Toi, je le disais, très l'empathie, tout ça. ça. Ouais, c'est beaucoup de sensibilité. Ouais. Et du coup, j'ai pu travailler donc, avec les varans de Komodo. Il y avait aussi des pitons réticulés, les anacondas, tout ça. Il y avait des grosses bestioles quand même dans le vivarium. Mais bon, ce que je préférais, c'était les varans de Komodo. Et alors, pourquoi le varan de Komodo? Pourquoi? Parce que c'est un animal déjà bon. Effectivement, il est mythique. C'est le lézard le plus gros, donc déjà, il m'intéresse. Et on m'a toujours dit, voilà, attention, le varan de Komodo, c'est un animal qui est primitif, qui est froid, qui est dangereux, qui est méchant. Mais un dragon, quoi. Voilà, méchant. Et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière cet animal agressif, comme on peut le dire. Je suis sûre qu'au final, c'est des animaux qu'on peut approcher avec de l'empathie, de la connexion, de l'observation. On peut quand même
faire une approche, d'ailleurs les Américains ont très bien compris, hein. Et j'ai découvert ça et j'ai voulu observer et aller plus loin dans mon approche des varans de Komodo. D'accord, ok. Alors quelque part, moi, dans ce que tu me dis, il y a un peu de pétification. Pétification, je vais dire pet, tu vois, le animal de compagnie, ification sur les lézards, un peu ton approche, il y a un peu de ça. C'est-à-dire créer du lien humain-animal apprivoisé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que je me dis, au final, le chat, le chien, à la base, c'était pas des animaux sauvages peut-être ? Si. Bah si. Et le Clairement. truc, c'est que les reptiles, on dit oui, mais c'est nouveau, les nacs. Mhm. Mais c'est pas si nouveau que ça maintenant. Moi, du coup, pour avoir commencé il y a un moment, ça fait un moment que les lézards partagent nos vies, que les serpents partagent nos vies. Ouais, ça commence à faire un moment, ouais. Voilà. Et pourquoi ne pas les rendre leur captivité agréable ? Je parle pas de forcer un animal en le prenant de force, en disant viens sur moi, viens, t'es mon animal de compagnie, mais faire une approche qui est voilà, dans le respect de l'animal, le bien-être toujours, mais essayer de les comprendre au-delà, voilà. Et le varan, donc j'ai appris donc grâce aux Otoiri, grâce aux observations même que les Américains ont pu faire et à mes observations personnelles, que les varans par exemple étaient très intelligents et pouvaient connaître l'ennui, la dépression. Je pèse mes mots. Ah, c'est fou. Et en captivité, est-ce que tu vois beaucoup de varans de Komodo dans les parcs zoologiques qui vivent longtemps ? Déjà, est-ce que je vois beaucoup de varans de Komodo ? Bah non, déjà. Non, mais essaye d'observer les Komodos en parc zoologique. Est-ce que tu en vois beaucoup vivre jusqu'à la fin de leur jour en France ? Pourquoi ? Aucune idée, moi. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut se poser la question au-delà des besoins vitaux de l'animal ? Physique. Voilà. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'est pas... Souvent, il y a beaucoup de protocoles sur la sécurité dans les parcs zoologiques. Et souvent, on n'a pas le droit de faire des approches directes, seulement indirectes et encore, pour éviter qu'un stagiaire se fasse manger une main, ce que je comprends tout à fait. Pour des mesures de sécurité, quoi. Voilà, les mesures de sécurité. Mais du coup, ce qui fait qu'on crée une distance avec l'animal et l'environnement de l'animal n'est jamais enrichi. Donc, l'animal, comme Varanus komodensis, qui est très intelligent et qui a besoin de creuser, de chercher, de réfléchir, n'est pas stimulé. Ouais. Donc ça ne les aide pas à aller jusqu'à la fin jusqu'au bout de leur vie, quoi, de se reproduire correctement, tout ça. Évidemment, il n'y a pas que ça qui fait qu'on ne peut pas élever des varans de Komodo jusqu'à la fin de leur vie dans les parcs zoologiques, mais ça y joue énormément. Moi, j'ai pu l'observer déjà en parc, pour mon expérience que j'ai eue d'un an, entre guillemets, aux Otoiri en tant que soigneuse. Et je continue à l'observer même en captivité avec des plus petits varans, même des plus petits lézards en général. Le varan, pour moi, c'est le summum de l'intelligence au niveau du lézard. Mais il y a une dimension de stimuli, de réflexion et d'intelligence qu'on n'a pas encore abordée et que j'essaye d'observer et de stimuler. C'est pour ça, il y a pas que le côté, voilà, oui, j'aime, je te le dis franchement, j'aime avoir un contact avec mon animal, j'aime qu'il vienne sur moi, j'aime le sentir apaisé, non stressé. Et je le vois comme un enfant, je vais dire, avec moi. J'ai cet instinct, entre guillemets, maternel, peut-être, mais je respecte aussi le bien-être et les besoins vitaux de mon animal, quoi. La chaleur, les UV, l'alimentation. C'est essentiel, de toute façon, en c'est terrario, l'essentiel. Mais au-delà de ça, j'ai besoin de travailler le côté psychologique de l'animal. Un animal qui est bien dans sa tête, c'est un animal qui est en bonne santé aussi. Ça va l'aider à être bien dans son corps. On a bien compris, je suis d'accord avec toi sur pas mal de choses. Alors moi, ce sujet-là du lien avec l'animal, du côté on est amis et tout, avec son lézard et tout ça, c'est un sujet, je pense c'est un sujet complet qui m'intéresse vraiment complètement. Moi, ça me ferait plaisir qu'on se refasse un podcast tantôt, toi et moi, où on traite de ce sujet-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça t'intéresse, ça ? Ah ouais, avec grand plaisir, j'ai tellement de choses à dire à ce sujet. Ça serait fou, hein. Alors du coup, pour revenir à toi, donc sur ta personnalité, on a, je pense, compris beaucoup de choses dans ce qui te motive, ta démarche et tout. Du coup, t'es allé à Thoiry, et c'est quoi la suite ? Alors, donc du coup, j'ai fait Reptiling, le parc zoologique de Thoiry. Après, je suis partie. Je suis retournée un moment à Reptiling. C'est ça, Reptiling, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. À nouveau. Et après, si tu veux, j'avais fait le tour de mon poste, puisque j'étais vraiment responsable du bien-être animal. Donc, je gérais vraiment tout, même la clientèle, tout. Et j'avais ce besoin, si tu veux, de m'occuper vraiment du bien-être animal et d'aider les gens, parce que ça me rendait triste au final de vendre des animaux, de donner des conseils, tout ce qu'il fallait pour que les gens y arrivent.
Et j'avais l'impression que les gens semblaient être en détresse vis-à-vis de leurs animaux. Ils commençaient à se poser des questions, mais j'ai l'impression que mon animal ne va pas bien, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai l'impression que mon animal s'ennuie, mais je ne sais pas comment interagir avec. J'ai peur que mon animal s'échappe. J'aimerais, voilà, j'ai l'impression qu'il est stressé, je ne sais pas comment créer le contact. Ou alors, est-ce que je lui donne vraiment la bonne alimentation ? Et je me suis retrouvée, au final, pendant plusieurs années à Reptiligne, à avoir des gens qui venaient, en transportant leurs animaux d'ailleurs, ils ne savaient pas vraiment les transporter, ils n'avaient même pas ces informations-là, les transporter sur eux comme ça et venir me voir en détresse, me dire « je comprends pas ce qui se passe avec mon animal ». J'étais assez triste de voir ça puisque les animaux, même si la personne essayait de faire tout ce qu'il fallait, elle n'avait pas tout à fait les bonnes informations. D'autant que le lézard, quand il s'exprime, il n'a pas les mêmes codes que les mammifères du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas les mêmes codes, et même selon l'espèce et selon l'individu, les codes ne sont pas les mêmes. Et les gens essayaient quand même de faire l'effort de comprendre et d'améliorer la qualité de vie de leurs animaux. Et au final, je passais mon temps à leur donner des conseils sur le bien-être, sur comment améliorer les conditions, que ce soit la bonne alimentation, les bons UV, mais aussi les stimuli, les enrichissements, les désensibilisations, la prophylaxie. Donc comment ton animal arrive. Explique à nos abonnés, Oui, alors la prophylaxie, c'est toutes les mesures mises en place pour que l'animal soit en bonne santé et ne véhicule pas de maladie, soit à un autre animal, soit aux soigneurs, puisqu'il existe aussi des zoonoses. Donc on peut avoir la salmonellose, qui est très connue, où on finit à l'hôpital. Ça peut être assez grave. Donc toutes les mesures mises en place, mais ça peut être comme donner des compléments alimentaires ou tout simplement bien désinfecter son terrarium, bien se désinfecter les mains. Tout ça, c'est les mesures prophylactiques. Alors la prophylaxie, ceux qui connaissaient la prophylaxie, vous pouvez vous la péter dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que je mets beaucoup l'accent sur la prophylaxie. Et du coup, j'avais tous ces gens qui venaient me voir et là je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à apporter des conseils de façon professionnelle et à accompagner les gens un peu comme un coach sportif, mais là pour les reptiles, pour les aider soit à désensibiliser leurs animaux, soit à développer des mesures de prophylaxie, à même mettre en place des pièces d'élevage, de la reproduction, tout ça, à reconnaître aussi des pathologies et pouvoir réagir à temps, la bonne alimentation aussi. Et du coup, c'est là qu'on a créé l'entreprise Soriana Behavior & More. Donc Behavior pour le comportementaliste. Donc en fait, nous sommes officiellement en France les premiers comportementalistes reptiles. Donc c'est une entreprise que j'ai créée moi-même. Donc, c'est tout récent, tout neuf. Tout neuf du mois de juillet. Tu vois. Donc nous avons travaillé dur, on a réfléchi. Ça faisait un moment que ça me trottait dans le cerveau, quoi. Et là, on a créé cette entreprise où c'est vrai qu'on est un peu touche à tout au final. On aide autant les particuliers. Moi, j'adore justement aider les gens qui débutent, qui veulent acheter leur premier reptile, tout ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'aider ces gens. C'est quand même unique là. Là, je suis avec quelqu'un là sur mon plateau qui est comportementaliste reptile. Et nutritionniste reptile. C'est ça. Ça devient dingue. Il y a encore la mouche. C'est fou. Non, mais c'est vraiment dingue. Je suis trop content. C'est génial. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette entreprise de comportementaliste reptile ? Eh si tu veux, donc déjà, c'est un nouveau concept. Donc là, on est en train d'amener déjà ce concept-là pour que les gens apprennent à se dire, bon, effectivement, maintenant, il existe un comportementaliste reptile. Mais quel est mon rôle exactement ? En quoi je peux aider les gens ? Qu'est-ce qui va faire que moi, je pourrais leur apporter une aide ? Déjà, pour l'instant, dans la tête des gens, mon travail, c'est uniquement de les aider à créer un enrichissement, donc un petit jeu indirect pour leur varan, par exemple. Mais non, je peux les aider aussi à régler un trouble du comportement. Ou tout simplement, si toi, tu viens me voir et tu me dis « j'aimerais avoir un iguane », mais je sais pas ce qu'il me faut, la place et la phase d'acclimatation, tout ça, et comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois acheter, où le trouver mon animal, chez quel éleveur, dans quel magasin. Moi, je serai là pour t'accompagner. En fait, je suis un coach. Et quand je travaille avec mes clients, je dis pas tu, vous, je dis on. Puisqu'en fait, quand je vends, si tu veux, des coachings à distance et à domicile,
Donc, soit on fait des visioconsultations, que ce soit pour l'achat d'un animal ou des troubles du comportement ou autre, tu as bien pu le voir, ou à domicile. Et en fait, on est une équipe, je te coach. Et à la fin... C'est un travail ensemble. On travaille ensemble. Et je reste là et j'aide les gens aussi à avoir confiance en eux. Ça veut dire, si toi, tu te sens pas à l'aise avec ton reptile, que tu as peur, tu as l'impression de mal faire. Moi, je vais, sans aucun jugement, sans aucune pression, je vais toujours t'aider à te dépasser, à te dire, mais non, on va y arriver, ton lézard, il va se désensibiliser, il va s'habituer, on va arriver à le reproduire, on va y arriver ensemble. C'est énorme. Voilà. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est mon but. Et j'aimerais, si tu veux aussi, véhiculer une autre dimension, parce que les gens me voient comme une professionnelle de longue date maintenant, ok, mais il faut savoir que les professionnels, oui, alors si tu veux, j'ai toujours du mal à, déjà j'ai pas vu le temps passer, et j'ai toujours du mal à me voir comme telle. Je me vois toujours comme la petite stagiaire qui débute, si tu veux. Je me pose toujours des questions. Tu l'es plus. Voilà, mais tu vois, je suis toujours dans la remise en question. Mais comment dire, même je sais plus où je voulais en venir, mais j'aimerais véhiculer une image différente du professionnel. Ça veut dire que, par exemple, sur mes réseaux, si tu as peut-être pu le voir, j'aime bien montrer le devant et l'envers du décor. Ça veut dire qu'un professionnel, c'est pas parce qu'il est professionnel qu'il peut pas faire d'erreur ou qu'il peut pas apprendre encore. Oui, évidemment. Tu vois ? Et souvent, je vois que les professionnels montrent, voilà, j'ai reçu un animal, il est super cool, machin. Ils montrent pas ce qui peut se passer avec un animal. Que oui, par exemple, un gecko à crête peut perdre sa queue. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je suis là aussi pour expliquer. Ça fait chier quand même, mais... Au pire, t'as une petite grenouille à la maison. Mais je suis là pour aussi aider les gens à comprendre que, voilà, vaut mieux éviter les erreurs avec les animaux, on est d'accord. Bien sûr. Mais pour dédramatiser aussi, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. T'as bien connu quelqu'un, ou tu l'as peut-être déjà vécu toi-même. La fameuse fois où tu ouvres ton terrarium, tu le laisses entrouvert de ça, tu reviens, ton animal s'est échappé. Un serpent, moi, c'est un serpent. Voilà. C'était une élaphe bimaculata, une couleuvre léopard de Chine, là, et qui s'est barrée. J'étais dégoûté. Mais ça arrive vraiment à tout le monde, pour le coup. Ça arrive à tout le monde. Le serpent, c'est le roi. Et puis ça, à retrouver, c'est compliqué. Et si tu veux, j'aimerais aussi créer... déjà décomplexer les gens. Si t'as fait une erreur, c'est pas grave, on peut évoluer. Déjà, t'as fait la démarche de venir me voir pour améliorer le bien-être de ton animal ou pour améliorer ta pièce à reptile, pour créer un projet de la reproduction ou quoi. Déjà, c'est super. Et moi, je suis là pour accompagner les gens jusqu'au bout. Et tu travailles sur un secteur géographique précis ? Du coup, je travaille déjà les visioconsulting. Ça peut se faire dans toute la France, voire même en Europe. Donc, il n'y a pas de limite. No limite. Tu parles bien l'anglais ? Pas vraiment. J'avoue, il faut que je m'améliore encore là-dessus. Et pareil pour les consultations à domicile, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite en France. Voilà, si tu veux me faire venir pour une consultation, que je vienne voir les animaux et les analyser, les observer, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Voilà, je me déplace. Excellent. Et si tu veux, c'est un peu comme Super Nanny. Tu vois, je vais venir. Alors déjà, voilà, faut savoir que je viens pas les mains dans les poches. Alors, c'est quoi déjà le lézard ou le reptile ? Donc, tu prépares, j'imagine. Voilà, il y a tout un questionnaire de prévisite en amont que j'envoie. La personne répond aux questions. Comme ça me permet d'avoir une première analyse, une première observation. Jamais dans le jugement. Et du coup, je commence à travailler sur le sujet. Donc, je rédige. Alors, si le sujet, il y a plein de choses à dire, je peux te rédiger 4-5 pages comme ça. Et ça m'arrive même de me réveiller la nuit, me dire j'ai pas pensé à ça, il faut que j'ai fait cette observation, il faut que j'en parle à mon client. Et je dresse tout un programme. Et à la fin, le but, c'est de te donner des exercices. Des petits exercices à faire, comme un coach sportif. D'accord. Ok. Et après, on évoluera ensemble. Et au bout de 7 jours à 1 mois, je reviens vers toi. On peut déclencher ce que j'appelle l'appel de vérification d'évolution, où je vais te demander où on en est avec ton animal. Est-ce qu'il a évolué ? Oui, non, pourquoi ? Alors souvent, là, on a déjà fait des consultations à domicile, à distance.
On a pour l'instant de super évolutions. J'ai eu aucune stagnation en toute honnêteté. C'est l'essentiel, hein. C'est là que tu vois si ça marche ou pas, quoi. Et on en a fait autant sur du serpent. J'ai pas encore fait les tortues, mais on en a fait sur du serpent, donc Morelia viridis. J'ai pas encore fait de couleuvre. Là pour l'instant j'ai fait Morelia viridis principalement. Après en lézard j'ai fait beaucoup de varantes du complexe, Varanus prasinus, les hydrosaures, tout ça. Et souvent les gens n'ont pas besoin de l'appel de vérification parce que ils m'envoient leur vidéo, ils sont contents, regarde il a évolué, enfin il mange, enfin ils sont devant moi, il évolue, j'arrive enfin à le toucher, et moi je suis contente de voir cette évolution là. Ça fait penser un peu à un éducateur comportementaliste canin, tu sais, mais version reptile. Ça fait penser un peu à ça. C'est un peu le même principe. Alors bien sûr, on va mettre toutes tes coordonnées Soriana Behavior and More dans la description de la vidéo. Jason va se faire un plaisir de le faire. On va mettre des liens, les Instagram et tout. Et d'ailleurs, tu parlais de réseaux sociaux, là je parle d'Instagram. Moi, je sais que tu es un peu connu sur Instagram. Oui. Dis-moi en plus. J'ai créé, alors si tu veux, quand Easy. Varanisi. Ouais. Varanisi. Alors déjà, pourquoi Varanisi ? Souvent, les gens n'ont pas le déclic, comprennent pas, donc je suis obligée d'expliquer un petit peu. Je pensais d'ailleurs que c'était assez clair, mais non. Moi, je suis une grande fan de Game of Thrones, surtout de Daenerys. J'en ai parlé tout à l'heure, donc... parce que moi, j'avais rien compris de pourquoi elle s'appelait comme ça. La mère des dragons, tout ça. Donc, D'accord. Et souvent, la mode en ce moment, c'est Mother of Reptile, tout ça. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de m'appeler Mother of Reptile. D'accord. Ouais. Donc Varanisi, Khaleesi. Tu vois, par rapport à Daenerys. Donc j'ai jamais vu Game of Thrones, moi je précise, mais je pense que tous ceux qui connaissent bien, vous pouvez le dire en commentaire. Je pense que les gens qui regardent, ils connaissent Game of Thrones. Hein. La plupart, après, oui, il y a des gens comme toi qui n'ont jamais regardé. Voilà. Mais Daenerys, on la connaît comme la fille qui dompte des dragons, elle arrive à les faire éclore, et puis c'est ses enfants. D'accord. C'est une image qui te plaît, ça. Voilà, c'est une image qui me plaît, et du coup, je me suis dit, elle, c'est Khaleesi, et moi, ça sera Varanisi, puisqu'à la base, je suis une grande fan de varans. C'est ça qui me fait vibrer, c'est les varans, et les geckos aussi, c'est vrai, les petits lézards aussi. Et donc, c'est pour ça que je me suis appelée Varanisi. Et c'est vrai que, au début, j'avoue que j'étais pas très réseaux sociaux. À la base, je suis pas très à l'aise avec la technologie, j'avoue. Moi, je préfère être dans ma pièce enfermée et nourrir mes animaux et les observer. Dans ta bulle, quoi. Ouais, c'est ça. Et sauf que, on a évolué. Instagram, Facebook est arrivé, les groupes, tout ça. Je me suis dit, va peut-être falloir que je m'y mette. Et j'ai créé Varanisi, donc la page Instagram, et je me suis mis à partager... du contenu, à partager un peu ce que je vivais au quotidien avec mes animaux, parce qu'avant je n'avais pas ce réflexe-là de filmer ce que je faisais à chaque fois. Ouais. Donc il y a plein d'histoires que je peux te raconter, mais que je pourrais pas te montrer. C'est clair que ça change la vie une fois que tu es en mode réseaux sociaux, c'est un peu de l'omniprésence. C'est ça. D'ailleurs, les gens, pensez à vous abonner du coup, Varanisi, je le mets je l'ai dit tout à l'heure dans la description, enfin c'est Jason qui le met, c'est pas moi. Et moi je me pose une question, alors ce sera la dernière question pour aujourd'hui, le fait de travailler dedans, d'avoir fait 25 ans de reptiles, maintenant tu as créé ta boîte, tu fais des réseaux sociaux sur les reptiles, tu bouffes du reptile, tu dors du reptile, tu rêves du reptile. Je vis reptile. Est-ce que ça, à un moment, te coupe pas un peu le souffle ou tu le gardes le souffle ? Non, je garde vraiment le souffle et je pense que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie pour vibrer. La passion totale. Ouais, j'ai jamais réussi à me dire j'ai été trop bercée dans le reptile, c'est tous les jours, là j'en ai marre, j'arrête, je sais pas, je vais voyager, je revends tout. T'as jamais burn-outé le reptile ? Jamais, et pourtant tu vois, moi aussi j'ai envie de me dire je me ferais bien un périple, je veux aller en Indonésie, voir un peu en Australie les animaux, aller faire un peu d'herpétologie, j'aimerais bien moi aussi, mais là tu vois, je me dis non, j'ai mes animaux à la maison et c'est mes enfants, je les garde et je peux pas vivre sans reptiles, donc tu vois, il se pose un problème. Mais je pense que j'arriverai jamais à être dégoûtée du reptile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'enfants, je crois. D'accord. En fait, t'en as, mais suffisamment, quoi. Voilà, c'est mes reptiles. Et j'ai juste pas fini de te dire que Soriana, c'est pas que comportementaliste reptile. Ouais. On est des éleveurs sans prétention et pas à grosse échelle de Corylophus ciliatus. Avant, c'était Rhacodactylus, vraiment toute la famille. Ok, le gecko à crête. Donc voilà, donc là, on a vraiment une petite collection de geckos à crête très sélectionnée, avec des patterns sélectionnés, donc où je m'éclate vraiment à les sélectionner, à les élever. Et on est des concepteurs aussi. On fait de la conception de pièces à reptiles, sécurisation de pièces,
par rapport au bien-être, éviter les fuites, tout ça. Ouais. Et là, on est en train de travailler sur des nouveaux concepts. Donc, le premier qui est sorti, c'est la fameuse poche à reptile. Donc, la Reptile Pocket. Ah, excellent. Voilà. Je t'avais vu, tu l'avais quand tu étais allé à la bourse avec ton varan dedans qui passait sa tête. C'est ça. génial. Donc, un concept qui est assez nouveau, qui est, voilà, les gens ne connaissent pas trop. Donc là, j'ai fait toute une vidéo explicative sur la Pocket et les bienfaits de la poche comparée à un sac à serpent, un reptile classique. Quelle est la différence et pourquoi j'ai créé ça. Donc, et du coup, nous, on est là pour créer des nouveaux concepts et aller au bout de nos observations. Là, on arrive dans une nouvelle ère de la terrario, là, clairement. Là, moi, j'ai plus de limites. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Laurine, ça fait super plaisir. Donc, je répète à tous, pensez à bien vous abonner à Laurine sur tous ses réseaux sociaux, Varanesi, allez consulter son site internet pour... Soriana Behavior and More. Soriana, il y a aussi un Insta ? Alors, il y a Soriana Behavior and More. Donc, si vous tapez Soriana Behavior and More, vous allez tomber sur Varanesi. Donc, la page est la même. D'accord, c'est la même page. Il y a une page Facebook pour l'instant, Soriana Behavior and More. Et le site internet Soriana Behavior and More est actuellement encore en construction. Eh ben, c'est super. Ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans un podcast, que tu vas revenir ici et que nous, on ira aussi voir un peu tes installs chez toi. Et franchement, c'est avec grand plaisir et je te remercie vraiment de ton accueil et je reviens quand tu veux. Ah, excellent. Bon, allez, au revoir à tous et surtout, force à vous.